J'ai une histoire un peu spéciale pour vous et je pense qu'elle vous concerne. Ce que je vais vous raconter va vous paraître complètement contre-intuitif, mais vous allez en faire l'expérience pendant toute la durée de votre vie. À première vue, ce que vous êtes en train de regarder n'a rien de transcendant, mais dans quelques minutes, ça deviendra pour vous si important que vous risquez d'y penser pendant quelques jours. Et si vous aimez pas trop les maths, sachez que moi non plus, mais comptez sur moi, je vais me charger de rendre notre voyage le plus agréable possible. Il m'arrive de temps à autre de me rendre dans des bibliothèques pour chercher quelques livres de sciences. Il faut dire que je suis pas le seul à aimer le faire, les bibliothèques existent depuis l'Antiquité et elles débordent de connaissances. C'est à la base un vrai lieu d'étude dans lequel on trouve plein de ressources, dans lequel les professeurs et même certains astronomes se rendaient pour leurs études. D'ailleurs, aujourd'hui, on va suivre l'histoire de l'un d'entre eux, l'astronome Simon Newcomb qui, en 1938, se rend dans une bibliothèque pour une raison assez spéciale. En fait, il cherche un outil particulier qu'on retrouve dans les bibliothèques de cette époque, les tables de logarithmes. Je vous fais pas rêver avec ça, c'est ni plus ni moins qu'un vieux bouquin. À l'époque, on n'avait pas de calculatrice, pas d'ordinateur, pas d'intelligence artificielle, un simple livre. Un ouvrage interminable constitué de diverses pages permettant de simplifier les calculs complexes. Un outil clairement indispensable. Personne ne peut s'en passer à tel point que le livre que Simon trouve est usé par le temps. La couverture commence à détacher, certaines lettres s'effacent, mais une seule chose attire son regard. Lorsqu'il commence à tourner les pages, il se rend compte qu'elles semblent bien moins usées que les premières. Et il remarque carrément que plus il tourne les pages, moins elles sont usées. Et ça n'a aucun sens. Pour faire en parallèle, c'est comme si on utilisait seulement les premières touches de la calculatrice pour effectuer nos calculs. Bon, il se dit c'est peut-être un cas particulier, mais en prenant un autre livre, il tombe sur le même mystère. À chaque fois, les premières pages sont bien plus usées que les suivantes. Simon ne le sait pas encore, mais il vient de mettre le doigt sur l'un des plus grands mystères de ce monde. Un mystère qui se cache derrière la population dans nos villes, les scores de matchs de football, la formation géologique des volcans, de vos impôts, et même la distance entre les étoiles. Avant de résoudre notre mystère, permettez-moi de vous introduire Oli. Ça fait quelques années que je me suis mis au sport et que j'ai arrêté toute forme de soda dans l'espoir de vivre plus de 50 ans. Alors pourquoi est-ce que je ferais confiance à Oli? Bah déjà, Oli c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes, et elle offre une alternative bien meilleure pour la santé que les autres boissons du commerce. Pourquoi? Car déjà elle contient pas de sucre, pas de taurine, et est faite uniquement avec des arômes et colorants naturels. Et si comme moi vous aimez la nature, sachez que Oli aussi, et qu'un pot évite de jeter 50 canettes. Bon, et sur la multitude de goûts qui existent, mon petit préféré c'est White Peach de la gamme Hydratation. En général je m'en prépare avant d'aller au sport pour rester hydraté, mais dans les faits j'en prends aussi en rando, devant le PC et parfois même au lit. Et si vous n'êtes pas pêche, ne vous en faites pas, il existe une multitude de goûts et plusieurs autres gammes, comme la Ice Tea pour faire le plein de vitamines et Energy qui contient de la New Caf qui permettra un peu d'augmenter votre focus et enfin gagner vos parties de Call of. Oui, je sais. La dernière bonne nouvelle, c'est qu'il existe des packs découvertes où vous aurez la majorité des saveurs pour tout tester d'un seul coup et vous serez sûr de ne pas faire d'erreur. En plus de ça, vous pouvez utiliser mon code pour supporter la chaîne, TRY5 pour 5€ de réduction sur votre première commande et TRY pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Encore merci à Oli et retournons sur notre histoire. Pendant que je vous présentais le sponsor de la vidéo, Simon était encore en train de réaliser quelque chose d'à la fois simple et complexe. Dans de nombreux ensembles de données réelles, la première décimale des nombres n'est pas répartie uniformément. Bon, attendez, je la refais en français. Prenez plein de chiffres de sources différentes. Le nombre d'amis sur Facebook qu'ont chacun de vos amis, le prix des appartements parisiens, le prix des ventes d'articles sur Le Bon Coin, ou encore le nombre de commentaires sous cette vidéo. Au premier abord, on pourrait se dire que ces nombres sont aléatoires, et donc peu liés entre eux. Si je m'intéresse au premier chiffre de ces nombres, on peut affirmer que celui-ci est tout autant aléatoire. Il pourrait s'agir d'un 1, d'un 7, d'un 3 ou même d'un 8, avec autant de probabilités, non? Eh bien c'est ce que je pensais au départ. On pourrait penser que si je trace la fréquence d'apparition du premier chiffre, on tombe sur un truc comme ça. Parce que chaque chiffre a une chance sur 9 d'apparaître. Le problème, c'est que non. Pour n'importe quel nombre, il y a 30% de chances qu'il commence par un 1. Il y a 17% de chances qu'il commence par un 2. Et là où ça devient surprenant, c'est qu'une fois arrivé à 9, il reste plus que 5% de chance. Oui, vous avez bien compris, 5% de chances qu'un nombre qui semble aléatoire commence par un 9, et 30% de chances qu'il commence par un 1. Et ça a pas l'air d'être grand chose, mais les implications sont énormes.
Et à première vue, ça a l'air d'avoir absolument aucun sens. Bref, Simon étudie et comprend la raison de ce problème. Il rassemble ses précieuses notes dans le American Journal of Mathematics, l'une des revues scientifiques américaines les plus connues et respectées du milieu. Et toute la communauté scientifique va pouvoir en profiter. Peut-être que finalement on fait face à une découverte tout autant révolutionnaire que les fractales, une sorte de calcul venant nous prouver que nous arrivons une fois de plus à trouver une liaison entre la nature et les mathématiques. Le jour de publication arrive enfin en 1881 et le monde tout le monde s'en fout. Mais vraiment, la découverte est laissée à l'abandon. Elle ne se propage pas et elle tombe dans l'oubli. Et c'est pas la première fois que ça se produit dans l'histoire. Il y a eu de très nombreuses découvertes perdues, puis retrouvées au cours du temps. Et heureusement, car 50 ans plus tard, un ingénieur, Frank Benford, va la redécouvrir, et cette fois-ci, pour de bon. Il appelle donc cette loi la loi Benford. D'autres rendront justice à Simon, donc l'appelleront Newcomb Benford, mais c'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'on va vite s'apercevoir qu'elle s'applique à bien plus de choses que ce qu'on imaginait. En réalité, cette loi semble s'appliquer presque partout. Plus on augmente la taille de l'échantillon qu'on va étudier, plus on s'approche peu à peu de la proportion de la loi de Benford. Et il va se passer quelque chose d'assez inattendu avec cette loi, parce que des gens vont commencer à l'utiliser, mais d'une manière très surprenante. Imaginons qu'on utilise la loi de Benford sur des bilans comptables et qu'elle nous permette de vérifier des anomalies dans des déclarations. Vu que normalement on tombe sur 30% de 1 et 5% de 9, on peut se dire que si cette proportion n'est plus respectée, alors peut-être que les chiffres auraient pu être trafiqués. Et bien c'est ce qui va se produire début 2000. Enron, une des plus grandes entreprises américaines dans le secteur de l'énergie, semble s'accroître d'une manière sans précédent. Les chiffres étaient en réalité largement gonflés pour construire de beaux bilans financiers. Et en 2001, quand tout le monde apprend la vérité, l'action passe de 90$ à seulement quelques centimes. C'est une immense fraude fiscale. Les chercheurs s'en servent de cas d'étude et voient bien qu'Enron ne suivait pas la loi Benford. La loi de Benford semble donc être capable de détecter les manipulations de données. L'histoire se répète une année plus tard, en 2002, avec WorldCom. Une nouvelle fraude comptable, conduisant à la faillite avec cette fois-ci plus de 41 milliards de dettes et 30 000 pertes d'emplois. C'est tout notre système qui est remis en cause. L'histoire se vérifiera une énième fois en 2008 avec cette fois-ci Bernard Madoff, et si l'affaire s'était résolue d'une toute autre manière, on trouve sur internet des corrélations qui mettent en avant, une nouvelle fois, cette liaison avec la loi de Benford. Mais il y a une chose assez surprenante cette fois-ci. Je trouve personnellement que la différence entre la loi et les chiffres analysés est très faible. Ça nous montre quelque chose d'assez intéressant. La loi Benford est très sensible aux variations. Et sur un grand échantillon, il semble presque impossible de lui faire mentir. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais pour que vous compreniez bien que les implications sont plus larges que jouer avec 2-3 déclarations d'impôts, j'ai quelques exemples pour vous. Les bilans financiers et la comptabilité, ça peut vous paraître un peu abstrait, donc est-ce que vous aimez la musique ? Eh bien sachez que la durée des notes dans les compositions de Beethoven et Chopin suivent aussi la loi Benford. Et ça n'a aucun sens. Comment est-ce que la durée de notes de musique peut elle aussi suivre cette loi ? Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai l'impression que ça ressemble à un schéma qu'on retrouve un peu partout dans le monde, caché derrière notre langage, nos chiffres, nos musiques, un peu comme une formule qui se serait glissée un peu partout. Et vu qu'elle commence à être partout, je me suis posé la question, où n'est pas la loi de Benford ? Parce qu'il faut avouer que nos impôts et la musique sont faites pour suivre des schémas de calcul répétitifs, ou alors avoir une certaine rythmique assez particulière. Mais qu'en est-il du sport ? Imaginez pouvoir prédire la fréquence du nombre de passes dans un match de football, ou le nombre de passes échangées dans un point au tennis. Bon, ça semble totalement impossible, non ? Et pourtant, je suis tombé sur des études utilisant la loi de Benford pour vérifier la cohérence des scores de badminton. Pour cela, on va simplement compter le nombre d'échanges continus de tirs dans un match, qu'on appelle un rallye. Puis il suffira ensuite de comparer ça avec notre loi. Et une fois de plus... Bon, les plus rigoureux d'entre vous noteront que ce sont des approximations, mais on a du mal à passer à côté d'une telle ressemblance. Même chose du côté du football, avec cette fois-ci une étude sur le nombre de passes qui montre clairement une certaine corrélation. Ça en devient presque énervant. Et la chose qui me choque le plus, c'est à quel point ce sujet n'est pas connu.
Presque aucune vidéo n'en parle, et aucun de mes proches ne connaissait ce phénomène. Bon, heureusement, je pense connaître quelque chose qui ne suit pas la loi de Benford. Parce que si un simple calcul ou une simple vérification de la cohérence d'un match sportif peut fonctionner, que se passe-t-il si je choisis de vérifier quelque chose d'immensément plus complexe? Un exemple qui est souvent pris pour essayer de mettre à mal cette loi, c'est la population dans nos villes. Et si on réfléchit 2 secondes, le nombre de facteurs qui amènent les gens à vivre à un endroit ou à un autre, il est gigantesque. Ça peut être les études, la famille, les amis, ou même une soudaine envie de se barrer à l'autre bout du monde, tout est simplement imprédictible. Cela résulte de nos choix les plus profonds et réfléchis. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir le vérifier. Donc je vais me rendre sur le site de l'INSEE pour obtenir une approximation de la population de chacune de nos villes. Ok, je mets tout ça sur un Excel, on calcule la fréquence d'apparition de chaque première décimale et... bah ça colle pas, ça ne suit pas la loi de Benford. Donc finalement, on n'est pas si prévisible, vous croyez? Eh bien, n'y croyez pas trop. Sur le coup, je me suis dit, 50, c'est pas beaucoup. Et c'est les 50 plus grandes villes. C'est pas ce que j'appelle un échantillon très représentatif. Si je veux vraiment un résultat intéressant, il me faudrait un échantillon bien plus grand. Disons environ 35 000 villes. Pour cela, je vais passer par un autre site, data.gouv, un site qui possède de très nombreuses données statistiques, dont une qui m'intéresse, les recensements de population. Donc on est reparti, et pendant que je fais mes petits calculs, laissez-moi vous parler de ce nombre qui n'a pas l'air de connaître la loi de Benford. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aider à faire respecter cette loi en vous abonnant, ça prend 2 petites secondes et vous serez sûr de ne pas louper les prochains sujets. Bon, voici les résultats. Ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas de corrélation. Et là, ça devient carrément inquiétant. Il semblerait qu'absolument toutes nos vies soient liées à cette loi. Les domaines d'application sont si variés qu'on est tenté de la placer un peu partout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait vérifier des fraudes fiscales grâce à cette loi, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Walter Maiban de l'Université du Michigan travaille depuis des années sur le sujet des fraudes électorales. En plus des précautions faites lors du comptage des voix, on peut aussi penser à utiliser la loi de Benford. Pour tester, il a tout d'abord repris les votes d'une élection et a trouvé qu'elle suivait bien notre loi. Il a ensuite changé simplement 1% des voix entre les candidats, et un si petit écart a pu être détecté par la loi de Benford. On comprend donc qu'en plus d'être partout, d'être utile, elle est aussi très sensible aux variations. Mais il y a un problème, parce que Walter a trouvé qu'elle n'était pas sensible seulement à la fraude. Elle peut aussi détecter des changements d'avis de dernière minute. Les stratégies individuelles ne suivent plus la loi de Benford. Ok, ça peut paraître très abstrait, mais imaginons que vous vouliez voter pour le candidat A, mais que vous savez très bien qu'il va perdre. Votre stratégie sera peut-être de changer de voie. Et ce changement de voie imprévisible ne suit pas la loi de Benford. Et pourtant, ces changements de voie stratégiques sont très courants en politique. Ces aléas très précis viennent en quelque sorte supprimer l'aléatoire de l'échantillon. Il est donc assez difficile d'utiliser cette loi dans le cadre d'une élection. On trouve du coup que certaines élections comme celle de Biden à la ville de Chicago ne suivaient pas la loi de Benford. Pourtant, ça ne signifie pas du tout qu'il y a eu une fraude. Pour une bonne raison, la plage de valeurs n'est pas assez large. Autrement dit, la loi de Benford a besoin d'un échantillon très étendu pour fonctionner. Si je reprends l'exemple de nos villes françaises, dans mon échantillon, le nombre d'habitants peut aller de 100 à 1 million. On couvre 4 ordres de grandeur. Tandis que sur l'élection de Biden, on retrouve qu'un seul ordre de grandeur. Donc les valeurs ne sont plus assez réparties et ça ne marche plus. Il faut juste comprendre que la loi vient agir un peu comme un red flag, mais ne suffit pas à elle seule à prouver une fraude. On s'en sert pour repérer très rapidement les cas suspects et ensuite investiguer avec d'autres outils. Plus j'avance dans mes recherches, plus j'ai l'impression que cette loi est utilisée pour différencier le vrai du faux. Et c'est en effet une très bonne manière d'utiliser cette loi. On l'utilise massivement sur les réseaux sociaux par exemple, pour détecter les faux comptes. Il y a quelques mois de ça, mon compte Instagram a été piraté. Et je m'en suis rendu compte en voyant tout un tas de personnes que je connaissais pas apparaître dans mon fil. Donc je comprenais pas du tout ce qui se passait, jusqu'au lendemain où je suis allé voir mon profil et que je découvre que je suivais tout à coup 11 000 personnes contre 300 le jour d'avant. Et ce nombre d'abonnements, c'est le premier critère pour détecter les faux comptes. Parce que le nombre d'abonnements des faux comptes est particulièrement élevé. Normal, le but étant de toucher le plus de monde possible. Ce nombre suit bien entendu la loi de Benford. Donc on peut les repérer facilement. Problème, les bots ont plus ou moins évolué au fil du temps pour essayer de coller à la loi et de ne pas se faire bannir en quelques minutes. Du coup, du côté des plateformes, on a encore amélioré les processus de détection. Et cette fois-ci, on va se baser sur bien plus d'informations. En repérant le nombre d'abonnements, d'abonnés, de favoris, le nombre de statuts, on peut en tirer plusieurs courbes. J'ai pu voir sur internet certaines études reliant toutes ces variables pour détecter des anomalies. Avec un grand nombre de données en entrée reliées à de l'intelligence artificielle, on commence à être très précis dans la détection.
99%, c'est le nombre qu'annonce cette étude. Et s'il est facile pour les bots de contrer l'une d'entre elles, quand on commence à multiplier les vérifications, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de pas se faire attraper. Et en faisant ça, on a pu détecter un réseau de plus de 150 000 bots russes sur Twitter. Tous les comportements déviants et anormaux peuvent être trouvés. C'est assez fou de se dire que nous sommes en quelque sorte si prévisibles et si logiques, que beaucoup de nos comportements peuvent être vérifiés par une seule courbe. Et attendez, si ça vous paraît fou, la suite va vous paraître encore plus folle. Vous connaissez depuis des années de plus en plus des images faites par intelligence artificielle, toujours plus poussées et paraissant toujours plus justes. Ça en devient un vrai casse-tête de reconnaître une vraie d'une image trafiquée. Certains en font leur fond de commerce, tandis que d'autres ont une passion pour créer toutes sortes de complots. On voit apparaître tous les mois des images d'ovnis ou des célébrités disant des trucs complètement incohérents. Être capable d'identifier une vraie image d'une fausse, c'est déjà un enjeu majeur. Et dans les années qui suivent, ça le sera encore plus. I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Tous les ans se tient une conférence sur le traitement de l'image et l'une des préoccupations est la recherche d'une méthode pour déceler ces manipulations. Donc comme pour tous nos exemples, nos scientifiques ont essayé de lier une image à la loi de Benford. Ils ont tenté plusieurs choses pour parvenir à ceci. Déjà, ils ont essayé de griser l'image et de s'intéresser à ce qu'on appelle la luminance. En gros, la lumière émise pour chaque pixel de l'image. Le truc c'est que la luminance varie énormément selon les photographies et donc, ça marche pas. Mais alors, pas du tout. Nos scientifiques ont alors une autre idée très simple et facilement compréhensible, ils vont utiliser la transformer en cosinus discrète. Bon, là c'est le moment de vous dire que je vais vulgariser, donc voilà, je vais faire au mieux. Pour faire très simple, pour stocker une image numérique, on passe par différentes étapes, et l'une d'entre elles a un grand impact sur la création de notre petit fichier. C'est la transformer en cosinus discrète. Elle va, avant tout, effectuer une compression de l'image. Mais elle va aussi au passage nous permettre de lier celle-ci à notre loi de Benford. Ok, donc voici notre image juste après la transformer en cosinus discrète, et on peut voir qu'il y a bien notre corrélation. Jusqu'à là, l'image est réelle. Sauf qu'il va se passer un truc très surprenant lorsqu'on commence à modifier et sauvegarder l'image. L'algorithme de compression va une nouvelle fois compresser les données, et cela a pour conséquence de réduire la proportion de 1 petit à petit. Et on va se retrouver avec une courbe bien plus lissée. Plus l'image est modifiée, plus on remarquera qu'elle ne suit plus la loi de Benford, et donc qu'elle n'est potentiellement pas réelle. Cette loi, depuis des années et pour le futur, sera un incontournable pour identifier le faux du vrai. Bon, et maintenant il est temps de percer le mystère derrière celle-ci. Pour comprendre ce qu'il se passe, on doit maintenant comprendre la façon dont on calcule. Comparons une baguette à 1 euro et une baguette à 2 euros. La différence entre les deux est de 1 euro. Voici maintenant une bouteille à 9 euros et une bouteille à 10 euros. Même augmentation, la différence est également de 1 euro. En faisant une simple addition, ces deux objets semblent avoir eu tous les deux la même augmentation de 1 euro. Mais si on passe par une vision multiplicative, on voit cette situation assez différemment. Car pour un œil multiplicatif, le prix du pain a doublé, soit une augmentation de 100%, tandis que le prix du vin a seulement augmenté de 11%. Et ce qu'on remarque, c'est que sur une échelle logarithmique, l'intervalle entre les chiffres est de plus en plus petit. Et on remarque ça assez facilement. On multiplie 100 par 2 pour obtenir 200, 200 doit être multiplié par 1,5 pour obtenir 300, 300 quant à lui devrait être multiplié par 1,33 pour obtenir 400. On peut représenter cette vision multiplicative via une échelle logarithmique, et on comprend tout de suite la loi de Benford. On voit bien que le chiffre 1 est plus représenté que le chiffre 2, lui-même plus représenté que le chiffre 3, et etc. Donc en sélectionnant un nombre au hasard, on a plus de chances de tomber sur un 1 que sur un 9. Il existe beaucoup de petits exemples du quotidien qui peuvent vous permettre de comprendre un peu mieux cette loi, et j'en ai mis quelques-uns dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi ne s'applique pas non plus absolument partout. Si je prends la taille des gens, vu que l'immense majorité des gens seront entre 1 et 2 mètres, on va une nouvelle fois avoir une part écrasante de 1, et pas seulement 30%. Il y a quelques jours, j'ai décidé de faire une petite expérience avec vous. Je vous ai demandé de me donner un nombre entre 1 et l'infini. J'ai ensuite comparé la première décimale à la loi de Benford et je tombe sur ça. Il semblerait qu'on ne suive pas totalement la loi puisqu'on retrouve de nombreux biais, comme par exemple avec le nombre 666 qui fait exploser la proportion de 6. Vous avez pour la plupart vos nombres favoris ou porte-bonheur, et tout ça, ça suit plus du tout une distribution naturelle. Toutefois, ça devient un outil incroyable qui s'applique à de plus en plus de choses, et pas seulement les fraudes fiscales. Les champs d'application se trouvent également dans la nature. Il y a quelques années en Islande, j'ai eu la chance de me rendre au volcan de...
Comment je prononce ça, moi? Au volcan. Bien, ce n'est plus une surprise de savoir que les scientifiques ont pu rassembler et faire corréler la durée des éruptions, la surface et l'année de celle-ci avec notre loi. Ils ne s'arrêtent pas là et on utilise même cette loi pour faire des statistiques sur les tremblements de terre. Ces applications sont si larges qu'elles semblent finalement être inscrites dans la nature. Cela nous amène à penser que rien n'est fait au hasard et qu'il existe une véritable cohérence dans ce que la nature nous offre. Et cette idée de cohérence ne se limite pas à la loi de Benford. Dans la même lignée, on utilise aussi ZipF, cette fois-ci sur les langages naturels, qui prédit la fréquence d'apparition des mots dans un ensemble. Dans l'analyse d'un corpus de texte par exemple, le mot le plus courant apparaît 8000 fois, le 10e mot 800 fois, le 100e 80 fois et le 1000e seulement 8 fois. Je suis fasciné par ce domaine des choses cachées dans la nature comme le carbone 14, isotope radioactif du carbone présent dans l'atmosphère qui se désintègre année après année. C'est une mine d'or archéologique qui nous a permis de dater très précisément des fossiles et autres curiosités ayant traversé le temps. Il semblerait que la nature nous réserve de belles surprises, le nombre d'or par exemple, une proportion que la nature a pris soin de cacher dans les coquillages, les plantes, les animaux et même dans notre propre corps humain. Celle-ci nous surprend toujours plus et nous offre une des plus belles choses que j'ai pu voir, les fractales. La nature arrive d'elle-même à réaliser des géométries dans lesquelles on peut plonger à l'infini. De la progression des bactéries, la répartition d'arbres dans les forêts aux vaisseaux sanguins, qui sait, peut-être que notre univers lui-même est une fractale, dotée de structures infiniment répétées. J'aime par-dessus tout découvrir l'inattendu et trouver cette petite curiosité qui sait si bien cacher tout un monde de mystères. Cette petite énigme qui nous fait comprendre qu'on est, sans aucun doute, tous bien plus liés que ce que nous pensons.